Hello, c'est Morgan et aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo sur la théorie de l'ensemble learning. Alors l'ensemble learning, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est seulement le fait d'entraîner plusieurs petits modèles de machine learning avec peu de performance pour créer un gros modèle de machine learning avec de très bonnes performances. Il faut garder en tête que c'est cette théorie qui permet aujourd'hui de créer les algorithmes les plus puissants de machine learning mis en production. C'est souvent avec des techniques d'ensemble learning que les personnes gagnent les compétitions Kaggle, etc. C'est ce qui permet de booster au maximum les performances des modèles en machine learning. Avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que la chaîne est encore petite, donc chaque abonnement a un impact énorme sur la chaîne. Ça permet aussi à ce que chaque vidéo que je fais et chaque contenu que je produis touche beaucoup plus de monde et peut aider le plus de monde possible. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'être au courant de tous les prochains contenus. Vous êtes prêts à comprendre ce qu'est l'ensemble learning afin de créer des modèles les plus performants possibles? Allez, c'est parti! Donc comme je vous l'ai dit, ensemble on va parler d'ensemble learning aujourd'hui. L'ensemble learning, c'est un concept de machine learning qui va utiliser plusieurs algorithmes d'apprentissage de machine learning pour créer des modèles différents avec des forces différentes et des faiblesses différentes. Le but d'utiliser tous ces modèles pour qu'ils travaillent ensemble pour que la force de certains modèles compense la faiblesse des autres. Finalement, on va utiliser tous ces sous-modèles pour créer un autre modèle qui aura plus de performance que tous ces sous-modèles réunis. J'aimerais vous proposer un petit exemple qui va vous montrer l'intérêt de l'ensemble learning. Tout d'abord, je vais vous parler de variabilité interopérateur et intraopérateur. La variabilité intraopérateur est la variabilité des résultats que l'on obtient en comparant des résultats d'un professionnel sur le même problème à intervalles de temps différents. Imaginons que l'on a un business avec des maisons que l'on souhaite vendre. Le but, ça sera de trouver le meilleur prix pour ces maisons. Pour cela, on fait appel à des experts. Ces experts vont étudier les maisons et leur donner un prix. La variabilité intraopérateur pour cet exemple, ça serait une personne qui va, imaginons à plusieurs intervalles de temps, on lui donne la même maison à estimer et le prix ne sera pas toujours le même. Donc il y a une certaine variabilité entre ces estimations. Donc ça, c'est la variabilité intraopérateur. Il existe aussi une variabilité interopérateur, c'est la variabilité des résultats que l'on obtient en comparant des résultats de plusieurs professionnels. Imaginons que dans notre agence, nous ayons plusieurs professionnels capables d'estimer les prix des maisons. Donc, pour plus de fiabilité, on va faire estimer chaque maison par plusieurs experts. Le prix ne sera pas toujours le même selon l'expert. Donc, on a une certaine variabilité entre les experts qui vont estimer les maisons. Ça paraît logique qu'il y ait une variabilité entre les opérateurs. Mais dans ce cas-là, qui croire? Car tous ces opérateurs sont des experts et pourtant, ils ont donné tous un prix différent pour nos maisons. Donc déjà, on peut voir que finalement, l'être humain, quand il va donner une estimation, quand il va avoir une expertise, elle ne sera pas fiable à 100%. Il y aura déjà des variabilités sur une personne à travers le temps, qui ne donnera pas la même décision, et aussi une décision qui diffère selon l'expérience de la personne. Dans ce cas-là, il y a une étude que j'aime bien citer. Donc c'est une recherche parue en 2004 qui montre que la segmentation manuelle de tumeurs par des radiologues experts, donc la segmentation de tumeurs finalement, c'est prendre des IRM de personnes qui ont des tumeurs et contourer manuellement la tumeur en 3 dimensions. Donc elle est faite par des radiologues experts, donc, dans lequel c'est le métier de contourer des tumeurs. Et pourtant cette étude montre que pour des radiologues experts, on a une variabilité intraopérateur, donc pour un même expert, de 20% à plus ou moins 15% selon les personnes, et une variabilité interopérateur, donc entre les différents experts, entre les différents radiologues, de 28%, plus ou moins 12%. Donc on voit qu'il y a des variabilités énormes. Donc le résultat d'un expert n'est donc pas toujours le plus fiable. Dans ce cas-là, comment faire? Ce qu'on pourrait faire, c'est moyenner les résultats de nos différents experts. Imaginons pour la prédiction de prix d'une maison, on a 3 experts avec 3 prix différents. On pourrait faire une moyenne de ces 3 prix pour avoir un prix un peu plus stable. Imaginons pour la segmentation de tumeurs, on pourrait prendre les segmentations des différents radiologues et les moyenner afin d'obtenir quelque chose de plus stable et plus fiable. Sur cela, en fait, on se repose sur la sagesse de la foule. La sagesse des foules, c'est une théorie qui présuppose que la perception et la résolution d'un problème sont plus efficaces par une foule que par n'importe quel individu
en faisant partie ou non. Selon ce contexte, une foule d'amateurs peut mieux répondre à un problème qu'un seul expert. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, ce n'est pas toujours vrai. Le point essentiel à retenir ici, c'est que prendre plusieurs avis et moyenner leur estimation est souvent plus fiable qu'un seul expert très bien formé qui va vous donner une estimation pour résoudre le problème. Dans cette théorie, la foule doit répondre à 3 hypothèses: la diversité, avoir des personnes de divers milieux avec des idées originales; l'indépendance, permettre à ces avis divers de s'exprimer sans aucune influence; la décentralisation, laisser ces différents jugements s'additionner plutôt que de les laisser à une autorité supérieure qui choisira l'idée qu'elle préfère. Et donc en fait, c'est sur cette idée qu'est basé l'ensemble learning. Au lieu d'avoir un algorithme très performant qui va résoudre notre problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner plusieurs sous-algorithmes qui auront des forces et des faiblesses. Le but de cette théorie étant que la force de certains algorithmes compensera les faiblesses de certains autres. De cette façon, comme on l'a vu pour les experts, on aura une estimation plus fiable et plus stable à travers les différents exemples. Donc passons en exemple, ce sera plus concret pour vous expliquer. Imaginons que l'on ait 5 modèles. Chaque modèle a pour but de prédire si sur une photo, on voit une voiture ou un camion. Donc ici, on a 5 modèles qui permettent de faire ça. On a 5 exemples, avec une photo de voiture et une photo de camion. Dans ce tableau, chaque 1 représente le fait que l'on ait réussi à dire si cet exemple est un camion ou une voiture. Si l'on a un 0 en rouge, c'est que le modèle a échoué à prédire correctement si cette photo est un camion ou une voiture. On peut voir que la prédiction de chaque modèle est moyenne, elle est de 60%. Ça veut dire qu'il y a certains exemples que le modèle arrive à bien prédire et certains exemples qui n'arrivent pas à bien prédire. Imaginons que l'on fasse un mélange de ces modèles. Un mélange, c'est-à-dire qu'on va créer un autre modèle qui va prendre en compte les décisions de nos 5 premiers modèles. Si la majorité des modèles votent pour une classification en camion, notre modèle mélange prédira un camion. Si la majorité des modèles prédisent une voiture, le modèle prédira une voiture. On voit que notre modèle mélange arrive à avoir 100% de performance sur notre jeu de données. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, pour l'exemple 1, le modèle 2, le modèle 3 ont bien réussi à prédire. Comme ils sont majoritaires, ceux qui vont avoir raison. L'exemple 2, le modèle 1, le modèle 2, le modèle 4 ont réussi à bien prédire notre exemple. Comme ils sont majoritaires, ceux qui vont remporter le vote. Dans l'observation 3, on a le modèle 3, le modèle 4 et le modèle 5 qui ont raison. Et comme ils sont majoritaires, c'est leur vote qui va être choisi. Pour l'exemple 4, le modèle 2, le modèle 3, le modèle 4 sont majoritaires et ont raison. Donc on va garder leur vote. Et pour le dernier exemple, le modèle 1, le modèle 3, le modèle 5 ont raison et ils sont majoritaires. Donc on va garder leur exemple. Donc finalement, notre modèle de mélange arrive à avoir 100% de performance, alors que individuellement, nos modèles n'arrivaient pas à dépasser les 60% de performance. Donc c'est bien ce qu'on a vu avant, c'est que les experts individuellement n'ont pas toujours raison, mais lorsqu'on les moyenne, lorsqu'on les mélange, on peut avoir plus de performance, plus de stabilité et de fiabilité que lorsqu'on les prend séparément. Donc ça, c'est l'ensemble learning. Quand on fait de l'ensemble learning, il faut faire attention à une chose qui me paraît primordiale, c'est l'importance de la diversité. Comme on l'a vu avec la CGT Full, la diversité est une notion importante. Par exemple, imaginons qu'on reprend le même exemple que précédemment, sauf que tous les modèles ont les mêmes performances. Si les modèles ont tous les mêmes performances, les moyenner ou les mélanger n'a que peu d'intérêt. Parce que finalement, le modèle qu'on obtiendra sera exactement égal à peu de choses près au modèle que l'on aura individuellement. Comme on l'a vu, chaque modèle est une entité à part qui permet de voter pour la prise de décision du modèle global. On a 2 sortes de votes, le hard voting et le soft voting. Le hard voting, à partir d'un jeu de données, on peut créer différents modèles, par exemple un modèle de support vector machine, un modèle de régression logistique, un modèle de random forest et tous les modèles que l'on veut essayer. Chaque modèle va nous donner soit 1 soit 0 par rapport à la classification d'une observation dans une certaine classe. Donc pour faire le vote, on va regarder la réponse qui est le plus donnée et on va s'accorder sur cette réponse-là. C'est comme on l'a vu juste avant. Et il y a une autre sorte de voting qu'on appelle soft voting. On va faire pareil. On va prendre notre dataset, on va créer des algorithmes. Ces algorithmes, au lieu de nous donner la classe d'appartenance, il va nous donner une probabilité d'appartenance. Qu'est-ce que c'est que cette probabilité d'appartenance ?
Imaginons le 70% de SVM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le support vector machine est sûr à 70% que cette observation appartient à la classe 1. La régression logistique est sûre à 80% que cette classe appartient à la classe 1. Le random forest n'est sûr qu'à 45% que notre observation appartienne à la classe 1. Donc avec ça, on pourrait faire une moyenne et pour avoir une probabilité. J'utilise quasiment tout le temps le soft voting parce que ça permet de conserver plus d'informations. Je préfère garder les probabilités d'appartenance, savoir que par exemple le random forest est sûr à 45% que cette observation est dans la classe 1, plutôt que le random forest me dise bah voilà, je pense que cette observation appartient à la classe 0. Parce que 45% finalement quand on le regarde, c'est proche de 50%, ça veut dire qu'il est très indécis. Alors que si on a juste random forest classe 0, et bien là on a très peu d'informations. On ne sait pas si cet algorithme est sûr à 100% que cette observation appartient à la classe 0, ou finalement cet algorithme a du mal à classifier notre exemple. Et ça permettra d'améliorer la performance de notre ensemble learning. L'ensemble learning, c'est un concept qui est vraiment très utilisé. On pourra le retrouver dans le bagging ou le pasting, dans les random forest, les baggings de régression, etc. Dans le boosting, avec des algorithmes comme AdaBoost ou Gradient Boosting, ou dans des algorithmes de stacking où on va, comme on l'a vu juste avant, mélanger plusieurs modèles pour que la force de certains modèles compense les faiblesses de certains autres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que maintenant le concept d'ensemble learning est clair dans votre tête et qui vous permettra de comprendre comment ça marche afin d'entraîner des modèles toujours plus performants. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner parce que la chaîne est encore petite et chaque abonnement a un énorme impact sur cette chaîne et m'aide à y rester motivé et à créer des contenus avec toujours plus de qualité.